La formation d'un arbitre, c'est exigeant. Il faut former aux lois du jeu, il faut former à la psychologie, il faut former à la communication, il faut former à la réglementation un petit peu administrative. Au début, quand on commence l'arbitrage, on commence par les fondamentaux et les basiques. Mais on s'aperçoit rapidement qu'il y a de la procédure, et la procédure administrative et disciplinaire. Donc ça demande beaucoup d'investissement personnel au départ. Jean-Claude Lefranc, président de l'Union nationale des arbitres de football, ne croit pas si bien dire. En 2005, quand mon club m'a proposé de me lancer dans l'arbitrage, je suis allé suivre des cours au siège du district de football de la Sarthe, au Mans. Leurs locaux étaient situés au 3e étage d'un immeuble des années 70. Et je me rappelle de la moquette au mur et des portes accordéons qui séparaient les pièces. J'aimais bien cette esthétique façon cogip. Les cravates et les moustaches en moins. Pendant 2 samedis après-midi, des formateurs de la commission départementale des arbitres nous ont appris les 17 lois du jeu avant de nous évaluer. Vous l'aurez compris, dans cet épisode de Siffler, le podcast qui va vous faire aimer les arbitres, on s'intéresse à leur formation et à comment grimper les échelons pour, peut-être, avoir la chance d'arbitrer la finale de l'Euro 2020 de 2021. En France, la formation à l'arbitrage est accessible à tous, hommes comme femmes, à partir de 13 ans. Quand j'ai commencé les cours, on m'a donné un livre à potasser qui ressemble en taille et en volume à celui qu'on vous donne quand vous révisez le code de la route, le livre des lois du jeu. Le football comporte 17 lois, qui sont relatives au terrain, au ballon, aux joueurs et à leur équipement. La plus grosse partie à apprendre concerne la loi 12, celle des fautes et incorrections. C'est aussi la plus pénible tellement il y a de cas particuliers. Mais d'où elles viennent ces lois ? Qui les a créées ? Vous le savez peut-être, le football moderne a été créé dans les public schools anglaises au 19e siècle. Au départ, chaque école avait ses propres règles, certaines autorisaient même le jeu à la main. Cette disparité a commencé à poser problème lorsque les différents élèves se sont retrouvés ensemble à la fac. Sur sa chaîne YouTube L'Atelier d'Histoire, le docteur en histoire Simon Vacheron raconte. Seulement, les nouveaux étudiants arrivent d'écoles différentes avec déjà leurs propres règles du football. Il faut donc harmoniser. C'est chose faite à Cambridge dès 1846. 14 élèves issus de différentes écoles décident de se mettre d'accord. Un des élèves raconte. Il a résulté une terrible confusion car chacun jouait selon les règles propres à sa public school. Je me souviens comment un footballeur Dayton gueula sur un ancien élève de rugby à propos de la possibilité de prendre le ballon dans les mains. Chacun apporta une copie de ses propres règles du jeu ou bien les connaissait par cœur et nos avancées dans l'unification des nouvelles règles furent fastidieuses. Notre réunion, commencée dans l'après-midi, ne prit fin qu'aux alentours de minuit. En 1863, sous l'égide de l'avocat Ebenezer Cobb Morley, les capitaines et représentants de 8 clubs londoniens et 3 écoles se réunissent à la Freemasons Tavern, près de Covent Garden à Londres, pour décider de ce qui deviendra les lois officielles du jeu. Après 2 mois de débat, 14 règles sont publiées qui définissent le football, aussi bien dans ses dimensions, le coup d'envoi et la remise en jeu. On y trouve aussi la validation d'un but, la touche, l'interdiction du hacking, un gros coup de pied dans le tibia et du tripping, le croc en jambe, hé hé. Toutefois, il faut ajouter un petit bémol. En effet, en pratique, le football reste un sport très rude et individualiste. Et comme le dit l'adage, « Si tu rates la balle, ne rate pas l'homme !» En ce qui concerne le hiking dont parle Simon Vacheron, les désaccords entre plusieurs représentants sur cette question conduiront à une séparation définitive. Les règles de Londres définiront le sport alors appelé Football Association, depuis devenu football, et les représentants des clubs séditieux créeront le football rugby, que l'on connaît plus simplement aujourd'hui sous le nom de rugby. En 1882, afin d'organiser les lois du jeu entre les différentes fédérations britanniques, les représentants du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse et de l'Angleterre décident de créer l'IFAB, l'International Football Association Board, qui est encore aujourd'hui le seul organisme habilité à décider des évolutions du jeu, les fameux gardiens des lois du jeu de l'épisode 2. Les fameux gardiens des lois du jeu. Le football se popularise à travers le monde. En 1904, à Paris, 7 pays fondateurs créent la FIFA, la Fédération internationale de football association. Dès 1913, la FIFA obtient 4 représentants à l'IFAB, les autres fédérations n'en ayant plus qu'un seul. 2 fois par an, l'IFAB se réunit pour débattre et décider des évolutions des lois du jeu. Tout ça, c'est pour la théorie. Mais évidemment, on juge avant tout les arbitres sur le terrain.
Après avoir réussi ses examens, un futur arbitre officiel doit acheter ses tenues. À mon époque, 3 dont 2 bien fluo, ses cartons jaunes et rouges, plastifiés de préférence, et surtout son sifflet. Mais pas les sifflets à billes à la papa, non. Des sifflets avec 2 fentes sur les côtés, et gare à vos tympans si vous vous trouvez trop près. Le pack complet revient environ à une centaine d'euros, qui peuvent être pris en charge par votre club. J'ai eu de la chance, c'était mon cas. Après ça, l'arbitre en formation est lâché au milieu de son premier match, souvent un match de jeunes ou de district du plus bas niveau, comme une 3e division départementale. À ce moment-là, un évaluateur vient observer les moindres faits et gestes de l'arbitre. La preuve avec cet extrait d'une vidéo de formation officielle de la Fédération française de football. Sur le terrain, on va analyser tout ce qui va être la gestion des conflits, la gestuelle, le déplacement, les replacements, la modulation du coup de sifflet, tout ce qui est de la technique d'arbitrage. Cette technique, c'est toute une gymnastique que l'on finit par intégrer sans s'en rendre compte. La bonne manière de donner un carton à un joueur en dépliant lentement le bras, comment donner un coup de sifflet bien violent quand une grosse faute est commise, ou encore courir en diagonale sur le terrain pour être au plus près du jeu sans gêner les joueurs. Les observateurs sont toujours d'anciens arbitres qui veulent continuer à pratiquer leur passion, comme Stéphane Marando, un de mes évaluateurs au district de la Sarthe. J'ai passé mon examen en 91 et je suis monté jusqu'au centre en DH. Et autrement, j'ai fait aussi de la touche en CFA2. Ça commençait déjà quand j'étais en activité dans le district de la Sarthe. On avait ce qu'on appelait des conseillers jeunes. Donc, en fin de compte, c'était de permettre à des jeunes arbitres de conseiller des tout nouveaux. Ensuite, c'est la continuité, quoi. C'était de redonner à l'arbitrage ce que nos formateurs nous ont donné, quoi. Après, donc, c'est l'évolution, je dirais, logique. Et quand j'ai arrêté ma carrière en 2011, on m'a proposé un poste d'observateur, donc ce que j'ai accepté, donc c'est de redonner ce qu'on nous a donné sur la formation. Évidemment, pour juger les futurs arbitres, la Fédération française de football donne une grille d'évaluation aux observateurs. Mais celle-ci est soumise à leur interprétation, un peu comme les règles du football pendant un match. Ma grille, mes critères pour un débutant, c'est déjà est-ce qu'il court sur le terrain. Ça, c'est le premier critère. Si je vois qu'il court pas sur le terrain, ça sert à rien. Après, c'est comment il se déplace sur le terrain. Est-ce qu'il arrive à détecter les fautes. Après, s'il y a des petites erreurs, c'est pas grave. C'est normal. On peut pas être bon dès qu'on commence, quoi. Donc après, c'est de l'aider, c'est lui donner des petites astuces pour qu'il puisse progresser. Oui, tout à fait. Alors, comment on la juge déjà, parce que comme on va voir les arbitres avant le match, la discussion qu'on peut avoir avec cette personne-là, son ressenti, ces choses-là, derrière, il a un dialogue avec les acteurs du terrain, les éducateurs, les joueurs, et puis à un moment donné, c'est savoir si c'est prendre ses responsabilités. Par exemple, s'il faut qu'il siffle un pénalty à la 90e contre l'équipe locale, est-ce qu'il sait le faire? Et c'est des petites choses qui nous permettent de voir si la personne elle a une bonne personnalité ou si c'est quelqu'un qui va être un peu plus en retrait. Et à la fin du match, on fait le debriefing. J'ai constaté des choses dans les tribunes. Si on n'est pas d'accord, on en discute. Il me donne sa version, je donne ma version, et puis voilà. Après, on essaye de trouver un terrain d'entente, quoi. Et après, donc nous, maintenant depuis 2 ans, je crois, on le fait directement sur Internet, donc sur le site de la FFF. Donc après, c'est validé. On a jusqu'au mercredi soir pour le faire. Et après, c'est validé par la commission régionale des arbitres ou la commission départementale. Et l'arbitre le reçoit directement. Maximum 15 jours, l'arbitre il a son rapport. Un rapport d'évaluateur, ça ressemble à ces quelques phrases de l'observateur Patrick Lermite pour l'arbitre Benoît Bastien, capté par Canal+ dans un épisode de l'émission Enquête de foot. Bon match, bravo. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Merci Patrick. Content ? Ouais. Très bien. Moi j'ai bien apprécié donc l'ensemble, à la fois la tentative d'avantage. Très vite tu vois que ça n'y va pas, tu reviens à la faute. Parfait. Et puis j'ai bien apprécié après la façon de mettre l'avertissement. C'est ton premier avertissement de la 52e minute. Ça ne méritait pas d'en faire des tonnes. Tu mets l'avertissement, il y a un petit geste de sympathie avec le joueur qui passe bien. Donc parfait. La leçon à retenir ce soir, la piste de travail, c'est quand ça se passe bien, on ne joue pas avec le feu. C'est pas la peine d'aller chercher l'excès de confiance. D'accord ? Ça se passe bien, va pas au-devant des problèmes. Parce qu'ils vont venir tout seuls, de toute manière. Donc, je crois vraiment que c'est ce qu'il faut retenir. Il existe depuis une quinzaine d'années au niveau lycée des sections sport-études arbitrage. Il y en a 20 en France et elles sont pensées pour être des pépinières à jeunes talents qui sont destinées à arbitrer au plus haut niveau chez les jeunes et chez les adultes.
J'ai contacté Jean-François Evenot, un ancien arbitre au niveau national qui est aujourd'hui à la tête d'une section sport-études arbitrage au lycée du Gros Chêne à Pontivy, dans le Morbihan. L'arbitrage a été pour lui un moyen de se construire professionnellement et personnellement. En fait, j'avais arrêté le football en 6e parce que j'étais un enfant de la DAS et la famille d'accueil ne voulait plus que j'aille au foot comme je ne travaillais pas à l'école. Après, j'ai eu un très bon parrain dans mon club qui m'a suivi, qui m'a bien épaulé. C'était un ancien d'une 60aine d'années, qui était un ancien arbitre de Ligue 1 et qui était l'assistant de Robert Wurtz. Cette personne-là s'est pris de cœur avec moi et m'a vraiment bien aidé à évoluer. C'est devenu un petit peu mon papa ou mon papy de cœur, comme j'avais pas de famille. Professeur de PS, donc en fait l'arbitrage m'a donné goût et m'a donné regoût aux études. Tout simplement parce que l'arbitrage, il faut avoir une culture physique et technique certes, mais aussi des compétences théoriques, comme vous devez le savoir, avec les questionnaires, les dissertations des examens fédéraux. Oui. Donc ça m'a fait prendre à cet âge-là, plus jeune, du plomb dans la tête pour me dire de continuer les études, et ça m'a motivé dans les études pour avoir les objectifs théoriques de l'arbitrage. M'investissant dans le sport, j'étais parti sur une filière baccalauréat professionnel jardin espace vert. J'ai réussi à réintégrer la fac de sport. Et puis l'arbitrage, l'encadrement sportif a été ma motivation en fac pour aller jusqu'au master. Son histoire personnelle a une grande influence sur sa façon de gérer sa section sport-études. Donc la section proprement dite, c'est une deuxième section en Bretagne, qui est des Ligues de Bretagne. L'objectif est de mettre un maximum d'arbitres jeunes en formation, pour pas qu'ils soient isolés. Moi j'ai eu la chance d'avoir un bon monteur, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc nous déjà le but est de leur inculquer une culture théorique pour qu'ils sortent avec un bagage théorique et un diplôme à la fin de leurs 3 années. Avec le minimum, ça serait de devenir arbitre de R3 senior à 19 ans. Le mieux, c'est d'être candidat JAF ou JAF à l'issue de la terminale. JAF, JAF, ça veut dire jeune arbitre fédéral, le plus haut niveau chez les jeunes en France. À l'issue de la classe de seconde, ils seront tous jeunes arbitres de ligue. C'est le premier objectif. Leur inclure aussi une culture physique d'entraînement. C'est 2 entraînements physiques par semaine plus les matchs. Et en crise Covid, on a revu un petit peu le programme, mais je vais vous en parler, c'est au moins 3 séances physiques avec de la technique appliquée sans match. Au-delà de l'entraînement physique, longtemps privilégié, les formations s'attardent désormais sur le mental. On a eu l'intervention d'un préparateur mental qui est venu, et puis le coaching mental, il est dans la personnalité, dans le management de match. On travaille avec la vidéo et c'est moi qui m'occupe de les former en tant qu'arbitre en fonction de leur personnalité, parce qu'on arbitre avec sa personnalité. Donc le but, il n'est pas de les changer, de leur donner un langage commun, mais après, chacun, avec son tact, avec sa personnalité, doit faire passer des messages sur le terrain. En plus de ça, les jeunes arbitres sont suivis par le nutritionniste du lycée. Ça fait une sacrée charge de travail, mais ces arbitres peuvent passer des échelons plus facilement et profiter d'une formation sur 3 ans entièrement dédiée à leur développement. Donc on va regarder un test physique d'arbitrage. On regarde pas forcément le niveau final, si, mais on regarde aussi la progression possible du jeune, sa coordination et puis sa capacité à endurer l'effort. Et son profil physique, ça nous donne une idée. Mais il n'y a pas que le physique pour réussir. Après, ils ont un questionnaire d'arbitrage via un Google Drive pour voir leur culture théorique et voir s'ils ont un petit peu travaillé. Ça fait leur motivation, ça voit un petit peu la motivation de la personne. Mais il n'y a pas que la note d'arbitrage non plus. C'est un tout en fait. Et puis un entretien individuel avec le responsable de chaque section, celui de Rennes et celui de Pontivy, plus le CTRA. Et cet entretien nous permet de cerner la personnalité, de voir les envies, creuser un petit peu ce qui l'amène à l'arbitrage, comment il voit ça, et s'il est capable aussi de supporter cette charge de travail supplémentaire chaque soir, en plus de sa scolarité. Pour passer au niveau régional ou national, il faut obligatoirement passer un examen écrit avec des questions portant sur des situations de jeu ubuesques, les plus tordues possibles, pour voir si vous connaissez le règlement sur le bout des doigts. Ce sont des cas qui n'arrivent quasiment jamais,
Mais vous devez être paré à toute éventualité. Voici un exemple de question. Alors que le numéro 9 de l'équipe A part seul au but, le remplaçant numéro 13 de l'équipe B, qui s'échauffait derrière le but, prend un ballon à un ramasseur de balles et le lance dans les pieds de l'attaquant pour le gêner. Quelles sont vos décisions ? C'est bien tordu, non ? La bonne réponse comprend plusieurs étapes à énumérer dans l'ordre, à savoir, d'abord, vous sifflez pour arrêter le jeu. Puis, vous sortez le second ballon du terrain. Ensuite, vous excluez le numéro 13 de l'équipe B pour avoir anéanti une occasion de but. Après cela, vous sifflez un coup franc direct ou un penalty selon l'endroit où le second ballon a interféré avec le jeu. Enfin, vous consignez les faits dans le rapport de fin de match. En plus de ces questions sur des faits de jeu impossibles, quand vous passez l'examen d'arbitre au niveau national, vous avez 2 dissertations à faire, une sur un sujet technique et une autre sur un sujet plus global. Voici, par exemple, celles qui ont été demandées pour l'examen de 2017. La dissertation technique portait sur les coups francs et l'utilisation de la bombe de peinture par les arbitres depuis 2014, et la dissertation globale portait sur la rencontre France-Allemagne du 13 novembre 2015. Comme pour toute dissertation, il faut être capable de tenir une argumentation et d'avoir un vocabulaire construit, ce qui va forcément exclure tous ceux qui n'ont pas le bagage scolaire nécessaire. Un de mes collègues arbitres qui était boulanger avait renoncé à passer l'examen d'arbitre de la fédération parce qu'il ne se sentait pas capable de venir à bout des dissertations. Une fois que vous passez au niveau national, plus d'examen papier, c'est terminé. Par contre, c'est là que vous rentrez dans le dur. Vous êtes noté sur plusieurs matchs par des observateurs et vous êtes classé selon ces notes, comme dans un championnat. Vous pourrez alors, selon vos résultats, passer de National 3 à National 2, puis National 1, Ligue 2 et enfin Ligue 1, le plus haut niveau français. Après ça, vous pouvez devenir arbitre international. Pour cela, il faut faire partie du top 10 des arbitres français et avoir les faveurs de la fédération. Maïka van der Stichel, arbitre de première division féminine et arbitre international depuis 2020, m'a raconté le processus. Pour être nommé arbitre international, en fait, il y a un certain nombre de badges limités, donc que ce soit les hommes ou les femmes. En France, il y a 4 badges de centrale, donc pour les femmes. Et quand une personne, donc soit est à la retraite, soit la fédération décide de mettre une autre personne à la place, c'est la fédération qui décide, qui met. Et donc j'avais été mise sur la liste, mais malheureusement, j'avais pas encore l'âge. Il fallait 25 ans au 1er janvier. Et moi, il me manquait 3 mois. Donc, j'ai pas été nommée en 2019 et j'ai été nommée en 2020 parce que là, maintenant, j'avais les 25 ans révolus. Et d'être passée arbitre international, ça m'a permis de faire notamment le premier stage. Donc, c'était un stage à Majorque dans lequel on a fait les tests physiques, les tests théoriques. Et après, pendant 3 jours, on a suivi donc, des cours en anglais dirigés par l'UEFA avec des situations vidéo, avec pas mal de jeux de rôle également. C'était vraiment un plus parce qu'on rencontre les arbitres des autres pays, on peut partager sur leur expérience, leur arbitrage. Et l'international, c'est un peu le Graal maintenant. Je suis qu'au début de l'international, je suis en catégorie 3, donc l'objectif c'est de monter les échelons petit à petit pour aller côtoyer le haut. En fait, c'est le même fonctionnement qu'en France, mais au niveau global, avec des observateurs mandatés par les instances internationales comme l'UEFA pour l'Europe ou la FIFA. Donc en fait, on est observé sur chaque match qu'on fait, on est noté. Et en fonction des notes, l'UEFA décide quel arbitre monte de catégorie ou quel arbitre descend. En fait, c'est comme un mini-championnat entre les équipes, mais dans les arbitres. À ce petit jeu, les arbitres français ne s'en sortent malheureusement pas toujours très bien. Un seul a déjà arbitré une finale de l'Euro, Michel Vautreau, en 1988. Pourquoi les arbitres français sont-ils si peu considérés ? On en parle dans le prochain épisode de Sifflet. Vous venez d'écouter Sifflet, un podcast de Damien Jodot produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles partout, à laisser des commentaires et à faire tourner ce podcast autour de vous. Soyez notre Pirlo, notre Platini, notre Zizou.
Retrouvez tous les épisodes de Sifflet sur Slate Audio et sur votre plateforme de podcast préférée.